Ils ont dit la famille prend soin de la famille, tout en utilisant secrètement mon crédit pour réserver un mariage à 76 000 €. Je les ai laissés finaliser la liste des invités, puis j'ai disparu à midi, à 3 états de distance. Je suis en train d'organiser la pile de courrier sur mon bureau quand je repère une enveloppe des Jardins de Bellevue, le lieu de mariage le plus exclusif de la ville. Étrange. Je ne me souviens pas d'avoir déjà reçu quoi que ce soit de leur part. Je glisse mon doigt sous le rabat et en sors un contrat soigneusement plié, l'élégant papier à en-tête captant la lumière du matin qui traverse la fenêtre de mon appartement. Ma tasse de café se fige à mi-chemin de mes lèvres tandis que je parcours le document. La voilà, ma signature au bas d'un contrat autorisant des paiements totalisant 76 000 € pour le mariage de ma sœur Solène. Sauf que ce n'est pas ma signature. Pas vraiment. Les boucles sont trop rondes, l'inclinaison trop prononcée. C'est une bonne imitation. Mais je reconnaîtrai ma propre écriture n'importe où. La pièce tourne légèrement alors que la prise de conscience s'abat sur moi. C'est l'œuvre de Solène. Ces boucles distinctives à la fin de chaque lettre. La façon dont elle met le point sur ses i légèrement à droite. Elle a imité ma signature. Sur un contrat de 76 000 €. Mes doigts deviennent engourdis. La tasse de café glisse, se brise contre le parquet. Le liquide sombre éclabousse mes pieds nus, mais je le sens à peine. Ça ne peut pas être en train de se produire, je chuchote dans la pièce vide. Je saisis mon téléphone avec des mains tremblantes, composant le numéro du lieu imprimé en haut du contrat. Mon cœur bat si fort que je peux sentir chaque battement dans ma gorge. Les Jardins de Bellevue. Comment puis-je vous aider, répond une voix joyeuse. Ici André Dubois, je parviens à dire. Ma voix est anormalement aiguë. J'appelle au sujet d'un contrat de mariage pour Solène Dubois. Oh, mademoiselle Dubois. Oui, nous sommes si excités pour le jour spécial de votre sœur. Tout le monde ici parle de votre généreux cadeau. Ce n'est pas souvent que nous voyons un si beau geste entre sœurs. La première larme coule sur ma joue avant que je ne puisse l'arrêter. Mon généreux cadeau. Celui que je n'ai jamais accepté de faire. Celui que j'ai explicitement refusé. Merci, j'articule difficilement avant de raccrocher. Je m'effondre dans ma chaise, les souvenirs m'envahissant. Moi, à 16 ans, faisant des doubles services dans un café pendant que Solène se prélassait au bord de la piscine municipale. L'argent de mon diplôme emprunté pour son voyage de fin d'année à Ibiza. Les innombrables prêts qui ont disparu dans le trou noir de ses désirs et besoins. Tu es la responsable, disait maman, comme si c'était un compliment plutôt qu'une condamnation à perpétuité. Solène est juste en train de se chercher. Il y a 2 mois, au dîner du dimanche, quand Solène a exhibé son énorme bague de fiançailles et que papa m'a regardé d'un air entendu. On pensait, avait-il dit en remplissant son verre de vin. Puisque tu vas avoir cette promotion, tu pourrais aider à donner à ta sœur le mariage qu'elle mérite. J'avais senti les yeux de tout le monde sur moi, attendant. Mes mains avaient tremblé sous la table alors que je trouvais ma voix. Je ne peux pas me le permettre, avais-je dit, les mots à peine audibles. Je rembourse encore mes prêts étudiants. Le silence qui avait suivi avait été assourdissant. Le soupir déçu de maman. Le front plissé de papa. La moue de Solène. La famille prend soin de la famille, André, avait finalement dit papa, sa voix portant le poids de l'autorité qui avait façonné toute notre enfance. C'est comme ça qu'on t'a élevé. Maman avait tendu la main sur la table, me tapotant la main. Tu ne veux pas que ta sœur soit heureuse? Après tout ce que tu as accompli, tu peux sûrement gérer cette seule chose. Mais tu as cette promotion qui arrive, était intervenue Solène, comme si mon argent était déjà à elle. La compte pour le lieu est due la semaine prochaine. À ce moment-là, je m'étais vu clairement pour la première fois, non pas comme une fille ou une sœur, mais comme un distributeur automatique de billets avec un pouls. Une ressource à exploiter chaque fois que Solène avait besoin de quelque chose de brillant et de nouveau. Maintenant, en regardant le contrat falsifié, mon téléphone sonne avec une nouvelle notification de mail. Je baisse les yeux, voyant l'objet, poste en design d'intérieur. Bureau de Marseille intéressé par votre portfolio. Éléonore du Travail avait mentionné cette opportunité la semaine dernière. À plusieurs régions de distance. Un nouveau départ. Je reprends le contrat, passant mon doigt sur la contrefaçon. Toutes ces années de sacrifice, à mettre mes besoins en dernier, à être la responsable, et c'est ainsi qu'il me remercie, par le vol. Par la fraude. Ça s'arrête maintenant,
je chuchote. Et quelque chose change en moi. Quelque chose qui ressemble dangereusement à de la force. Le sommeil refuse de venir cette même nuit. À 3 heures du matin, l'écran de mon ordinateur portable illumine mon visage alors que je cherche dans des années de mai. Mes doigts sont engourdis, déconnectés de mon corps alors que je tape mariage dans la barre de recherche. Les résultats s'affichent sur mon écran. Là, enfoui parmi les spams de mariage et les notifications Pinterest, je le trouve, un fil de discussion par email entre maman, papa et Solène datant de 2 mois. L'objet, la contribution d'André. Mon estomac se noue alors que je clique. Elle finira par céder, a écrit maman. Elle le fait toujours. Rappelez-vous comment elle a insisté pour ne pas payer les réparations de la voiture de Solène l'année dernière? En une semaine, elle a fait le chèque. La réponse de Solène apparaît en dessous. Sinon, on trouvera une solution. Elle a le crédit pour. Une vague de nausées me submerge. Il ne demandait pas seulement mon aide, il prévoyait de la prendre quelle que soit ma réponse. Il me manipule depuis des années, je chuchote à mon appartement vide. J'ouvre une nouvelle feuille de calcul et l'intitule « Prêts familiaux ». Avec une précision méthodique, je parcours les relevés bancaires, les factures de carte de crédit et les anciens emails. Chaque entrée représente une promesse non tenue. Une dette non remboursée. L'été où j'ai fait des doubles services pour prêter de l'argent à Solène pour son voyage à Ibiza. Le cadeau de diplôme de mamie qui a disparu dans le besoin temporaire de maman. L'entreprise de papa qui nécessitait juste un petit investissement. Au lever du soleil, la feuille de calcul contient des dizaines d'entrées s'étalant sur près d'une décennie. Le total en bas de la page me saute aux yeux, 42 387 €. Et maintenant, un lieu de mariage à 76 000 € en plus de tout ça. Je me frotte les yeux, brûlant de fatigue et de larmes que je refuse de verser. Le souvenir de Noël refait surface sans y être invité, la voix suppliante de Solène, alors qu'elle empruntait ma carte de crédit pour juste un petit cadeau pour maman. Le relevé de janvier montrait 3 000 € de frais dans des boutiques de luxe. Mon téléphone vibre à 9 h ce matin-là. Un texto de Solène. Je viens de voir la suite nuptiale au jardin de Bellevue. C'est incroyable. Je pense qu'on devrait aussi améliorer le forfait fleurs. Seulement 1 000 € de plus. Qu'en penses-tu? En pièce jointe, une photo d'elle posant dans une chambre luxueuse, une coupe de champagne à la main. Son fiancé n'est nulle part en vue. Je ne réponds pas. 20 minutes plus tard, maman appelle. André, chérie, as-tu vu le message de Solène sur les fleurs? Le lieu doit savoir pour demain. Je ne paie pas pour les fleurs, maman. Ma voix semble plus forte que je ne le pense. Un lourd soupir traverse le téléphone. Cette attitude ne te ressemble pas, André. Que vont penser les gens si le mariage de Solène a l'air bon marché? La famille Duval a déjà commenté ta générosité. Tout le monde en parle. Je n'ai jamais accepté de payer pour quoi que ce soit. La famille soutient la famille. C'est comme ça qu'on t'a élevé. Sa voix baisse. Un mélange savamment élaboré de déception et de honte. J'espère juste que tu n'es pas en train de devenir une de ces femmes de carrière égoïstes qui oublient d'où elles viennent. Après avoir raccroché, je vérifie mon score de crédit, ce que je n'ai pas fait depuis l'achat de ma voiture l'année dernière. Le nombre a chuté de près de 40 points. Une vérification de crédit approfondie des jardins de Bellevue apparaît dans le journal d'activité, ainsi qu'une nouvelle ligne de crédit. Ils n'ont pas seulement imité ma signature. Ils utilisent activement mon crédit. Mon téléphone sonne à nouveau, Éléonore du travail. Et, as-tu réfléchi davantage à ce poste à Marseille? Le directeur du recrutement m'a rappelé hier. Ils sont vraiment intéressés par ton portfolio. Je ne réalisais pas qu'ils étaient si sérieux, dis-je, me redressant sur ma chaise. Très sérieux. Le salaire est 20% plus élevé que ce que tu gagnes maintenant, plus une aide à la réinstallation. Et franchement, André, sa voix s'adoucit, tu serais loin de tous les drames familiaux que tu as mentionnés. Pour la première fois depuis des jours, quelque chose comme de l'espoir palpite dans ma poitrine. Après avoir raccroché, j'appelle Jean, le seul ami qui connaît toute l'étendue des attentes financières de ma famille. Ils ont imité ma signature, Jean, pour 76 000 €. Le silence s'installe entre nous, puis, ce n'est pas normal, André. C'est de l'exploitation. C'est un crime. Ces mots résonnent comme une permission,
une validation dont je ne savais pas que j'avais besoin. Et si je partais, tout simplement? La question émerge avant même que je ne la formule complètement. Honnêtement, c'est peut-être ta seule option. Sinon, ils t'épuiseront financièrement jusqu'à la dernière goutte. Plus tard, je suis assise à ma table de cuisine, mettant à jour mon CV pendant que maman envoie des textos de plus en plus fréquents sur les détails du mariage. Mes mains tremblent en tapant, mais pas de peur. De quelque chose qui ressemble dangereusement à une possibilité. L'entretien est prévu pour lundi prochain pendant ma pause déjeuner. Pendant que ma famille pense que j'examine des échantillons de tissu, je passerai un entretien pour un emploi à plusieurs régions de distance. Merci pour la recommandation, dis-je à Éléonore quand je la vois dans la salle de pause le lendemain matin. Tu l'as mérité, elle me serre l'épaule. Tes designs sont exceptionnels. Marseille aurait de la chance de t'avoir. Pour la première fois depuis des semaines, je souris. Vraiment. J'imagine une vie où mon salaire m'appartient, où personne n'a accès à mes cartes de crédit, où les réunions de famille ne se terminent pas avec mon compte en banque allégé. Mon téléphone vibre avec un texto de maman. Solène a ajouté des serviettes brodées des initiales à la réception. Seulement 3 € par invité. On en est à 300 maintenant. Peux-tu appeler le lieu pour approuver? Je mets le téléphone en silencieux et le glisse dans le tiroir de mon bureau. Puis j'ouvre mon calendrier et je bloque le déjeuner de jeudi pour une affaire personnelle importante. Plusieurs régions, ce n'est peut-être pas assez loin, mais c'est un début. Le dîner du dimanche chez mes parents, c'est comme entrer dans un piège. Avant même que j'aie accroché mon manteau, tante Odette m'intercepte avec une étreinte larmoyante. « Toi, douce et généreuse fille, dit-elle en me tapotant la joue. Financer tout le mariage de Solène, ta mère l'a dit à tout le monde. » Mon estomac se tord. Je pense qu'il y a eu un malentendu. André, maman intervient, passant son bras sous le mien. Les Duval demandaient justement des nouvelles du lieu. Viens leur raconter comment tu as insisté pour les jardins de Bellevue. Le salon bourdonne de parents et d'amis de la famille, tous me souriant avec une approbation que je n'ai pas méritée et que je ne veux pas. Papa se tient près de la cheminée, tenant la cour. Ma fille André ne voulait rien de moins que le meilleur, se vante-t-il auprès de ses amis du club de golf. Elle a dit que Solène méritait une journée parfaite. Des mots que je n'ai jamais prononcés, une générosité que je n'ai jamais offerte. Solène papillonne entre les groupes, le centre de l'attention dans une robe rose pâle. Elle croise mon regard à travers la pièce et s'approche en sautillant, quelque chose de grand dans ses bras. Regarde ce qui est arrivé aujourd'hui. Elle me tend un arrangement floral élaboré. Des larmes de cristal pendent de rose poudré d'argent. Des exemples de centres de table, seulement 12 par table, et il nous faut 30 tables minimum. Je leur ai dit que tu avais dit qu'il n'y avait pas de limite. 30 tables? Ma voix sort étranglée. Combien de personnes invites-tu? Maman apparaît avec son agenda en cuir. Nous en sommes à 300 maintenant. Ça semble juste pour notre famille, tu ne penses pas? 300 invités dans un lieu que je n'ai jamais accepté de payer. Ma tête me fait mal. Le nombre final d'invités est dû la semaine prochaine, continue Solène, inconsciente de mon expression. Oh, et l'organisatrice a besoin de ta carte de crédit pour la compte sur la sculpture de glace. La pièce tourne légèrement. Je marmonne quelque chose sur le besoin de prendre l'air et m'échappe sur la terrasse arrière. Lundi, pendant ma pause déjeuner, je suis assise dans ma voiture, le cœur battant la chamade, tandis que l'écran de mon ordinateur portable se remplit du visage de Grégoire Delorme, directeur artistique chez Marseille Création et Design. Votre portfolio montre une retenue remarquable, dit-il, étudiant quelque chose hors champ. La plupart des designers de votre agent font trop, mais vos espaces respirent. Merci. Je crois en la création de pièces où les gens ont vraiment envie de vivre. Ma voix sort plus stable que je ne l'aurais cru. Quelle fourchette de salaire recherchez-vous? Il y a 3 mois, cette question m'aurait fait bégayer des excuses pour vouloir être payé. Aujourd'hui, quelque chose change. Sur la base de mon expérience et du marché de Marseille, je recherche 82 000 € par an, plus les avantages sociaux standards. Les mots sortent clairs et confiants. Grégoire lève les sourcils, impressionné plutôt qu'offensé. C'est précisément notre fourchette pour ce poste. Quand il fait une blague sur le fait que l'accueil chaleureux de la Provence est plus qu'un simple dicton à Marseille, je ris, d'un vrai rire qui me surprend par son authenticité. Nous vous recontacterons très bientôt, promet-il alors que nous terminons.
Je reste assise dans ma voiture silencieuse après coup, réalisant que mes mains n'ont pas tremblé une seule fois. Pendant cette semaine, je rassemble mes documents pour la confrontation, et c'est ainsi que la semaine passe. Le brunch du samedi arrive avec une surprise malvenue. Je suis en train de beurrer une tartine quand la sonnette retentit. Qui cela peut-il être ? Demande maman avec une confusion jouée. La réponse vient sous la forme de Manon Fournier, organisatrice de mariage extraordinaire, qui entre dans la salle à manger avec 3 porte-documents bombés. André, enfin nous nous rencontrons. Elle tend une main manucurée. Votre sœur parle si bien de vous. Maintenant, j'ai apporté les factures mises à jour pour votre approbation. Mon approbation, je demande, acceptant le dossier qu'elle me tend. Je parcours les pages de dépenses extravagantes. Flûte à champagne personnalisée, serviettes brodées des initiales, un quatuor à cordes, des orchidées importées. Chacune porte une mention, approbation à Dubois requise. Ces frais semblent excessifs, dis-je prudemment, observant Solène du coin de l'œil. Qu'est-ce que cette ligne de 10 000 € pour l'éclairage ? Manon fronce les sourcils. Mais votre sœur a dit que vous aviez spécifiquement demandé un éclairage théâtral de premier choix pour la piste de danse. Le visage de Solène se vide de sa couleur. André adore l'éclairage dramatique. N'est-ce pas, André ? Pourrais-je voir tous les contrats, s'il vous plaît ? Ma voix reste calme malgré la rage qui monte dans ma poitrine. André est juste méticuleuse, intervient maman, tendant la main vers la cafetière. Manon, avez-vous goûté mes brioches à la cannelle ? Laissez-moi vous en préparer une assiette. Alors qu'elle se dirige vers la cuisine, je prends des photos des factures avec mon téléphone. Ce soir-là, Jean apporte des plats à emporter et des recherches juridiques à mon appartement. Dans cette région, tu peux résilier un bail sans pénalité si tu peux prouver le vol d'identité, dit-il, étalant des papiers sur ma table basse, surtout avec des documents montrant que ta signature a été falsifiée. Éléonore envoie 3 liens vers des appartements abordables dans un quartier du nord de Marseille. Pas glamour, lit-on dans son message, mais propre, sur et à 20 minutes du bureau. Je clique sur la visite virtuelle d'un 2 pièces avec un petit balcon. Le loyer est raisonnable. La distance avec ma famille, inestimable. L'email officiel est arrivé sur mon compte personnel mardi matin, et j'ai eu le poste. Le salaire correspond à ce que j'avais demandé. La date de début est dans 3 semaines. Je me gare sur un parking vide pour passer l'appel. Je suis ravi d'accepter, dis-je à Grégoire, ma voix forte et assurée. Cette nuit-là, je signe numériquement un contrat de location pour l'appartement de Marseille. La date d'emménagement correspond parfaitement à mon plan d'évasion. Plus que 2 semaines avant de m'échapper, je chuchote à mon reflet. Debout dans mon appartement vendredi soir, je contemple ce que j'ai construit au fil des années de dur labeur. Le bureau vintage que j'ai moi-même rénové, l'aquarelle que je me suis offerte après ma première promotion. La bibliothèque remplie de références en design. Sur ma commode se trouve une photo de ma remise de diplôme de l'école de design. Je suis rayonnante, fière et pleine d'espoir, ignorant comment ma famille utiliserait cet espoir contre moi. Des larmes coulent sur mes joues, mais elles semblent différentes, purificatrices plutôt que brisées. Je mérite de garder ce que j'ai gagné, dis-je à voix haute dans la pièce vide. Le week-end devient une opération stratégique. J'enregistre maman discutant de la contribution d'André au mariage. J'organise les relevés bancaires montrant des frais inhabituels. Je documente chaque texto où je refuse explicitement de payer. Lundi matin, j'appelle une entreprise de déménagement. Nous devons prévoir une heure précise, j'explique. Le 14, vers midi. C'est possible, confirme l'opérateur. Une raison particulière pour cette heure précise ? Oui, dis-je, en rédigeant un email au lieu des jardins de Bellevue expliquant la falsification de signature. Ma famille sera à une dégustation de gâteaux. Le jour du déménagement arrive avec un temps parfait. De ma fenêtre, je regarde le SUV de maman s'éloigner avec papa, Solène et l'organisatrice de mariage à l'intérieur. Mon téléphone vibre continuellement avec les messages de Solène sur les options de fondant. 10 minutes plus tard, le camion de déménagement gronde dans le parking. Je prends une profonde inspiration, la main sur la poignée de la porte. Les déménageurs montent les escaliers alors que mon téléphone s'allume à nouveau. Cet appel manqué de Solène au cours des 3 dernières minutes. Le jeu commence, je souris et j'ouvre la porte de mon avenir. Nous commencerons par les boîtes étiquetées, dis-je aux 2 hommes en uniforme bleu assortis.
Ma voix me semble étrangère, stable, autoritaire, rien à voir avec le murmure hésitant que j'ai utilisé avec ma famille pendant 27 ans. À l'intérieur, je tends au déménageur un plan détaillé tout en composant le numéro de mon propriétaire. Monsieur Martin répond à la deuxième sonnerie. J'ai documenté la situation de vol d'identité, j'explique, glissant le dossier de preuve dans mon sac. Les frais de résiliation de bail devraient être annulés en vertu des lois sur la protection des locataires. Je ne voudrais pas que cela arrive à ma propre fille, dit-il après avoir examiné mes documents. J'aurai les papiers prêts demain. Je raccroche, une petite victoire réchauffant ma poitrine. Les déménageurs travaillent avec une précision militaire, emballant mes meubles soigneusement sélectionnés pendant que je suis assise en tailleur sur le sol, l'ordinateur portable en équilibre sur mes genoux. En quelques clics, je transfère mes comptes à l'agence de Marseille. Un autre clic annule mes cartes de crédit, demandant de nouveaux numéros pour les remplacements. Mon téléphone vibre. Le nom de maman clignote sur l'écran, le 5e appel en 30 minutes. Je le mets en silencieux, mais quelques secondes plus tard, la notification de messagerie vocale apparaît. André Dubois. La voix de maman oscille entre la colère et la panique. Où es-tu? Le lieu a besoin de décisions sur les forfaits d'éclairage pour 3 heures. Appelle-moi immédiatement. 3 autres messages vocaux suivent en succession rapide. Je les écoute un par un, les enregistrant comme preuve, pendant que les déménageurs vident ma chambre. Mon téléphone sonne avec un texto de Solène. C'est quoi ce bordel, André? Le lieu dit que tu n'as rien confirmé. Je jure que si tu gâches ça pour moi, je ne te le pardonnerai jamais. 10 secondes plus tard, réponds à ton putain de téléphone. 20 secondes, après tout ce qu'on a fait pour toi, c'est comme ça que tu nous remercies? Chaque message forme un autre maillon d'une chaîne de preuves. Je les sauvegarde tous. La voix de papa tonne dans le message vocal suivant. La famille prend soin de la famille, André. Tu as des responsabilités ici. Ne me force pas à venir te chercher. Je sauvegarde celui-ci 2 fois. Alors que j'emballe d'autres boîtes, le bourdonnement s'arrête assez longtemps pour que je puisse consulter Facebook. Le statut de maman apparaît en haut de mon fil d'actualité. Le cœur brisé quand les enfants oublient d'où ils viennent. Après tout ce que nous sacrifions en tant que parents. Les commentaires affluent en dessous. Ma camarade de chambre de l'université, Léa, écrit « André est la personne la plus responsable que je connaisse. Il doit y avoir un malentendu. » Ma cousine Charlotte intervient « Attends, je pensais que le mariage était réduit. Tante Carole m'a dit que ça coûtait plus de 70 000 €. Chloé, la demoiselle d'honneur de Solène, demande « Qui paie pour tout ça ?» Je pensais qu'André s'occupait juste de la coordination, pas du coup. Je souris alors que les premières fissures apparaissent dans leur récit soigneusement construit. Mon téléphone sonne à nouveau, Jean, cette fois. Le camion avec ta bibliothèque et ton bureau vient de quitter ma maison, dit-il. Tout est en sécurité dans ma chambre d'amis jusqu'à ce que tu sois. Merci, Jean. Je ne sais pas ce que je ferai. Arrête. Tu ferais la même chose pour moi. Il fait une pause. Éléonore a appelé. Ton bureau est prêt dès que tu arrives. Le poids sur mes épaules s'allège pour la première fois depuis des mois. Ta nouvelle propriétaire a envoyé un email, continue Jean. Elle est d'accord pour l'emménagement anticipé, et Sarah de l'université dit que sa chambre d'amis est à toi pour la semaine de transition. Les larmes brouillent ma vision alors que je réalise que je ne fais pas cela seul. Mon ordinateur portable sonne avec une notification de mail. Le logo du lieu de mariage apparaît dans l'objet. Urgent. Avis de date limite de paiement. Je l'ouvre, lisant le rappel poli mais ferme que le prochain versement de 22 000 € est dû dans 3 jours ou la réservation sera annulée. Mon téléphone vibre avec un texto de l'ami de ma mère qui travaille chez le traiteur. Ta mère m'a demandé de prolonger à nouveau la date limite de la compte. Je ne peux pas continuer à faire ça, André. Les affaires sont les affaires. Une autre notification, un message de la future belle-mère de Solène. André, en tant que parent, nous sommes préoccupés par les finances du mariage. Pourrions-nous en discuter avant le dîner de dimanche? Mon estomac se retourne alors que je réalise à quelle vitesse leur château de cartes s'écroule. Plus tard, pendant que les déménageurs chargent mes derniers biens, un texto de la colocataire de Solène apparaît, juste pour information. Solène pleure dans sa chambre à l'idée de devoir peut-être annuler le fleuriste et le photographe.
Je prends une profonde inspiration alors que je me prépare à quitter mon appartement pour la dernière fois. Mon regard s'arrête sur la seule tasse à café que j'ai laissée derrière moi. Celle qui s'est brisée le matin où j'ai découvert le contrat falsifié. Je l'ai recollée, laissant des fissures visibles sur la céramique. Elle est posée sur le comptoir avec une note: certaines choses, une fois brisées, ne peuvent jamais redevenir les mêmes. Avez-vous déjà dû vous éloigner d'une situation pour vous protéger? Qu'est-ce qui vous a donné le courage? 4 jours après le déménagement, les SMS arrivent comme un SM de frelon. 23 dans la première heure après que maman ait découvert mon appartement vide. 37 de plus à la tombée de la nuit. Comment as-tu pu abandonner ta famille? Écrit maman. La voix de papa crépite dans ma messagerie vocale. Il pourrait y avoir des conséquences juridiques si tu te désistes maintenant, André. Pense à ce que tu fais. Je pose mon téléphone sur la table basse de mon nouvel appartement de Marseille, le regardant vibrer avec les appels entrants. Le soleil de fin d'après-midi projette de longues ombres sur le parquet. Je suis ici depuis exactement 4 jours, et cela me semble déjà plus un foyer que n'importe quel endroit où j'ai vécu auparavant. Tante Martine appelle ensuite. Ta mère est hystérique, ma chérie. Tout le monde est si confus sur ce qui se passe avec le mariage. Ne peux-tu pas simplement reprendre tes esprits? Je laisse son message se dérouler jusqu'à la fin, notant avec quelle facilité mes parents ont été enrôlés comme renfort. Le calendrier sur le mur de ma cuisine montre la date du mariage entourée en rouge. Dans une semaine. Mon téléphone s'allume avec le nom de Solène. Contre mon gré, je réponds. Espèce de sorcière égoïste et ingrate, siffle-t-elle. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Tout ce que vous avez fait pour moi, je répète, ma voix stable d'une manière qui me surprend. Paix pour le mariage où tu es morte pour moi, dit-elle. C'est aussi simple que ça. C'est ton choix. Je mets fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre. L'écran de mon ordinateur portable s'illumine alors que j'ouvre mes emails. Le document que j'ai passé des semaines à préparer est en pièces jointes, prêt à être envoyé. Je clique dessus une dernière fois, examinant chaque élément. Lettre officielle au jardin de Bellevue expliquant la signature falsifiée. Rapport d'analyse graphologique soulignant les différences entre ma signature et la contrefaçon. Fichier audio de Solène disant à sa demoiselle d'honneur, j'ai signé au nom d'André comme une faveur, pour faire avancer les choses. J'appuie sur envoyer. Dans l'heure, mon téléphone sonne avec un numéro inconnu. La voix du directeur du lieu est professionnellement contenue, mais j'entends la tension sous-jacente. Mademoiselle Dubois, nous avons reçu votre email. C'est extrêmement inhabituel. Nous devrons parler immédiatement avec votre sœur et vos parents. Je comprends, dis-je. J'ai également notifié mon avocat de contacter les agences de crédit. Le contrat a été signé sans mon consentement ni ma connaissance. Après la fin de l'appel, je rédige un autre email, cette fois à ma famille élargie. Je garde mon explication digne, factuelle. Pas d'accusation, juste des preuves. Je joins des copies des SMS où je refuse explicitement de payer, des relevés bancaires montrant le schéma d'exploitation financière, et la confirmation du lieu que la signature ne correspond pas à mon identification. Mon téléphone se remet à sonner presque immédiatement, mais pas avec les appels que j'attends. C'est mon cousin Théo. Bordel, André. Le lieu vient d'appeler oncle Jim en exigeant un paiement immédiat ou ils annuleront tout. Que se passe-t-il? Demande à Solène, dis-je. Ou mieux encore, demande aux parents de son fiancé. Je crois qu'ils viennent d'être informés du contrat falsifié. Au cours des heures suivantes, les informations filtrent à travers les chaînes de SMS familiales, les invités du mariage reçoivent des avis de report, mes parents appellent frénétiquement des parents pour demander des prêts d'urgence, Solène en larmes chez le fleuriste, annulant les arrangements exotiques, le père du marié insistant sur un contrat de mariage. Quand mon téléphone se tait enfin vers minuit, je me verse un verre de vin et je sors sur mon petit balcon. L'air nocturne de Marseille m'enveloppe comme une couverture chaude. Pour la première fois depuis des années, mes épaules ne sont pas tendues. Quand j'appelle Solène le lendemain matin, elle répond à la première sonnerie. Tu viens t'excuser. Sa voix est rauque d'avoir pleuré. Non, dis-je, le mot propre et simple sur ma langue. Je te pardonne, mais je n'oublierai pas, tu as tout gâché. J'ai recommencé à zéro, je la corrige. Marseille est magnifique. Ma nouvelle entreprise valorise mon travail. Mon appartement reçoit le soleil du matin.
Nous sommes ta famille, murmure-t-elle. La facture du mariage est la conséquence de tes choix, pas des miens, dis-je. Il est peut-être temps que tu apprennes ce que ça fait. Je mets fin à l'appel avant qu'elle ne puisse répondre, reposant mon téléphone sur le comptoir. Selon Jean, qui vit toujours dans mon ancienne ville, mes parents ont passé la journée d'hier à rencontrer des agents de crédit. Solène est passée de 8 demoiselles d'honneur à 4. La sculpture de glace extravagante a été annulée, ainsi que le feu d'artifice et la robe de grand couturier. Le dernier message vocal de ma mère arrive ce soir-là alors que je range des livres sur mes nouvelles étagères. André, commence-t-elle, sa voix se brisant. Nous n'avons jamais voulu que ça aille aussi loin. Je laisse le message se dérouler jusqu'à la fin, puis le supprime sans répondre. Dehors, le soleil se couche sur Marseille, peignant le ciel de couleurs que je n'ai jamais vues dans mon ancienne vie. Ce n'est pas pour rien que certains ponts brûlent. Je ferme les yeux et respire profondément, sentant le poids de 76 000 attentes se lever enfin de mes épaules. 3 mois plus tard, la lumière du matin traverse les fenêtres de mon appartement de Marseille, attrapant les dos de mes livres de design alors que je les dispose sur les étagères en bois de récupération. Il y a 3 mois, ces mêmes livres étaient emballés dans une hâte désespérée. Aujourd'hui, ils se dressent comme des sentinelles colorées de ma nouvelle vie. Je passe la main sur la table basse que j'ai trouvée dans un marché d'antiquités locales, sentant le grain du bois sous mes doigts. Mon appartement est modeste, mais le mien, vraiment le mien, sans fantôme financier qui rôde dans les coins. Mon téléphone vibre pour un projet. Je réajuste mon blazer, j'aperçois mon reflet dans le miroir du couloir et je remarque quelque chose de différent dans ma posture. Mes épaules ne sont plus voûtées, portant le poids invisible de l'obligation familiale. Le lever de soleil du sud baigne mon petit balcon d'or alors que je sirote mon café. La légèreté que je ressens n'est pas seulement l'absence de dette, c'est la présence de possibilités. 3 mois après mon entrée en fonction, Marc, le designer senior, s'appuie contre mon bureau un vendredi après-midi. André, nous avons besoin que ces planches de concept soient finalisées pour la présentation de lundi. Je sais que c'est ton week-end, mais... Il s'interrompt, l'attente flottant dans l'air. Je suis désolé, mais j'ai des projets ce week-end, je réponds, surprise par la fermeté de ma voix. Je serais heureuse de venir plus tôt lundi pour aider à tout finaliser. Ses sourcils se lèvent légèrement. Vraiment? Je pensais que tu serais du genre à vouloir gagner des bons points. J'apprécie mon temps personnel, dis-je. Le mot au nom, reposant confortablement sur ma langue au lieu de rester coincé dans ma gorge comme avant. Je fournirai un excellent travail pendant les heures de travail. Plus tard, en marchant le long de la Canebière, je m'émerveille de la facilité avec laquelle cette limite s'est formée. Pas de répétition nécessaire. Pas de culpabilité après. Ma thérapeute appelle ça un progrès. Le bureau du docteur Moreau est devenu un sanctuaire hebdomadaire où les schémas familiaux sont disséqués avec une précision clinique. La première fois que vous dites non est la plus difficile, m'a-t-elle dit lors de notre première séance. Chaque fois après, c'est un peu plus facile. Mes entrées de journal le confirment. La première semaine à Marseille, je me suis réveillé en paniquant à propos de l'argent. La semaine dernière, j'ai passé toute la journée à explorer sans vérifier mon téléphone une seule fois. Le rire sincère qui fuse pendant le déjeuner avec mes nouveaux collègues me surprend. Au début, il semble étranger à mes propres oreilles après tant de mois de tension. Ma pendaison de crémaillère est petite mais animée une semaine plus tard. Éléonore est venue pour le week-end, apportant un ficus lirata en pot qui se dresse maintenant fièrement près de la fenêtre de mon salon. Jean a envoyé un colis avec une note manuscrite, dire que je suis fier de toi est un euphémisme. Éléonore lève son verre au nouveau départ et à la vraie famille, celle que nous choisissons. Je retiens mes larmes, réalisant que la famille n'est pas toujours déterminée par le sang mais par ceux qui sont là quand ça compte. Quand Chloé, notre designer junior, se confie sur un client exigeant des révisions supplémentaires sans paiement, je reconnais le schéma familier. Ton travail a de la valeur, je lui dis, partageant mes limites sans partager mes cicatrices. Et toi aussi. La satisfaction d'aider quelqu'un à éviter le chemin que j'ai parcouru me donne l'impression de boucler la boucle. Quand l'email avec les photos du mariage considérablement réduit de Solène apparaît sur mon écran, je ne ressens aucune vague de vengeance. J'envoie simplement une carte de félicitations en ligne et continue ma journée. L'absence de colère me surprend le plus, non pas parce que j'ai pardonné, mais parce que je suis passé à autre chose et n'en ressens plus le besoin. Au coucher du soleil, je me tiens sur le front de mer de Marseille, la lettre de ma mère lourde dans mes mains.
L'enveloppe contient les premiers soupçons de remords sincères que j'ai vus depuis des années. Je ne me précipite pas pour répondre. La culpabilité qui m'aurait consumé il y a des mois a été remplacée par une acceptation tranquille. Ce n'est pas pour rien que certains ponts brûlent, je chuchote à l'horizon, regardant le soleil sombrer dans le port. L'eau s'étend à l'infini devant moi, pleine de directions que je pourrais choisir de suivre. Le pardon est-il toujours nécessaire pour guérir, ou parfois, s'éloigner est-il le plus grand cadeau que l'on puisse se faire? Je n'ai pas encore la réponse, mais pour la première fois, j'ai l'espace pour la trouver, à mes propres conditions.